Alors, est-ce que ça marche? Je suis pas la reine je suis pas la reine du live, donc si jamais il y a du monde, un petit coucou. Oh là là, Maryse. Coucou, tu m'entends, Maryse? Oh, la boussole, je la connais bien, la boussole. C'est ma fille. Coucou. Ah, c'est chouette. Bon, bah dis donc, ça démarre bien. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde là dès le départ. Je pensais que c'était une heure où tout le monde bossait. Du coup, vous m'entendez bien? Est-ce que... Ok. Bonjour tout le monde. Coucou, coucou. J'espère que vous avez vous avez pris votre café. Ok. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire... Ah, vous m'entendez? C'est nickel. Donc, je vais juste allumer un petit peu un encens en attendant que tout le monde arrive. Ça fait bizarre de faire un live et de ne pas vous entendre en face, de ne pas avoir une interaction directe. C'est pas confort pour moi, mais en tous les cas, je me sens assez soutenue là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait déjà du monde. Je pensais qu'on serait deux et que ça servirait pour le replay, quoi. Mais là, il y a du monde. Merci Lucia, merci Christelle. Ouais, tout le monde. Hop. Donc aujourd'hui on va parler des bagages karmiques. Instagram fait des coupes en général au bout d'une heure, donc on fait une petite voilà, un petit live de 3/4 d'heure, 1 heure. Ce que j'aimerais bien moi, c'est vous expliquer en fait, de faire un tour d'horizon sur les bagages karmiques. Pas forcément essayer de comprendre, faire un tour d'horizon parce que bon, vous imaginez qu'en une demi-heure c'est un peu court. Moi je sais que je vais faire un atelier au mois de février ou fin janvier sur un vrai atelier qui durera plus d'1 heure et puis où il y aura plus de situations, je développerai plus sur les blocages karmiques et sur comment s'en libérer, et puis il y aura des quiz et tout ça, mais là on va survoler vraiment ce que sont les bagages karmiques et s'ouvrir sur les blocages karmiques, sachant que selon moi, le blocage karmique, ça, effectivement, ça va parler de tout ce qui est lié au karma, aux vies antérieures, mais aussi sur les archives de l'enfance, les archives du passé, les archives de votre lignée familiale. Donc ça va regrouper tout ça. Alors, est-ce qu'on commence? Je prends quelques notes parce que je suis assez bordélique et après je voudrais pas que ça parte dans tous les sens dans la mesure où on n'a pas beaucoup de temps. J'avais envie de refaire un petit topo sur... alors c'est peut-être un peu didactique, hein. Bon, c'est pas grave, mais comme je suis toute... C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'interaction, donc c'est vrai que je vais avoir tendance à lire quelques notes. Et après, je me permettrai de... J'ai noté toutes vos questions, enfin les questions que vous avez mises dans le live, et je me permettrai d'y répondre. Et puis je regarderai si là, il y a si après il y a des questions qui seront en direct suite à ce que je viens de dire. Donc, vous savez que je travaille dans l'espace des archives akashiques. Les archives akashiques, c'est quoi? C'est les archives de l'âme durant toutes ses vies, toutes ses incarnations, mais aussi sur un passé proche ou lointain. Hein. On n'est pas obligé d'aller non plus dans 50 000 vies antérieures pour avoir un bagage karmique. Et à chaque incarnation ou à chaque expérience, l'âme s'offre une opportunité de vivre des expériences qui va à chaque fois la rapprocher de son étincelle divine. Le but de l'âme, c'est de se rapprocher de la source, c'est de s'améliorer, c'est de se perfectionner. Et donc, de vie en vie, elle va expérimenter des schémas, des expériences en vue de progresser. Et ces expériences, qu'elles soient heureuses ou douloureuses, elles vont laisser des empreintes. Et ces empreintes, ce sont exactement ce que je voulais vous dire, le bagage, ce qu'on appelle le bagage karmique. Donc, l'âme, normalement, sur un plan d'incarnation, quand elle change de véhicule terrestre, à la fin de son incarnation, elle quitte son corps pour retrouver son plan cosmique, et elle va retrouver tous ses enregistrements de tous ses vécus pour faire un petit peu le point sur ce qu'elle a à faire encore pour progresser ou pour faire le point sur ce qu'elle a déjà vécu. Et elle regroupe, donc elle retrouve tous ces plans d'incarnation.
elle, quand une âme entame une nouvelle réincarnation, un nouveau plan d'existence, vous êtes d'accord que bon, moi je suis dans les archives akashiques, je vais forcément parler ou évoquer la notion de réincarnation. Pour moi, c'est quelque chose c'est un point de vue qui est évident, dans lequel dans lequel j'ai grandi, qui fait presque partie de mon ADN, de mon éducation. Mais il y en a pour qui ça parle pas. Mais là, comme je suis médium et que j'ouvre les archives akashiques, forcément, je vais vous parler de réincarnation. Et l'âme, quand elle rentre dans un nouveau processus de réincarnation, normalement, elle fait feu de tout bois de toutes les autres vies, de telle manière à ce que de telle manière à alléger sa nouvelle conscience pour pouvoir recevoir des nouveaux enseignements sans être un peu alourdie par tous ces enseignements qu'elle a reçus avant. Donc l'âme, quand elle se réintègre, elle décide de faire reset, feu de tout bois de tout ce qu'elle a vécu avant pour pouvoir être plus légère. Et c'est pour ça que on n'a pas trop de détails sur ce qui s'est passé avant. Ça nous permet d'être peinards sur ce qu'on a à vivre dans le présent, dans notre nouvelle vie, et d'être disponible pour les nouveaux enseignements. Sauf que, bien qu'elle ait fait feu de tout bois, certaines réminiscences de vie passée vont parfois ressurgir et créer des petits des réminiscences vont essayer vont ressurgir sur notre vie actuelle. Donc ça s'appelle aussi des bagages qui ressurgissent. Quand ces bagages sont positifs, c'est cool parce que on va pouvoir profiter de ce qu'on appelle des dons naturels, on va profiter d'attirance on va profiter de choses bénéfiques pour notre vie actuelle, et c'est ce qui se passe en général quand on a des dons innés, quand on a par exemple des aptitudes intuitives ou psychiques ou médiumniques, ou des facilités dans un domaine, ou des attirances profondes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois on ne sait pas pourquoi on est attiré par un pays, parfois on a une fascination pour une époque historique, parfois on a une passion pour un type de culture, ou même on a des facilités pour les langues, ou des facilités pour un instrument de musique. Ça s'est vu par exemple avec Mozart, qui à 4 ans était un prodige. On se demandait si justement il n'y avait pas un lien karmique sur ces qualités-là. Voilà, donc toutes ces qualités que vous pouvez avoir dans votre vie, d'ailleurs vous pouvez vous amuser à les observer, que ça soit des qualités, genre la personne elle est douée pour la comptabilité, ou je sais pas, la personne elle est douée pour le leadership, peut-être que dans une autre vie, cette personne-là était un chef de clan, et qui savait très bien gérer son clan, et que voilà, ces qualités-là ont perduré sur les vies qu'on suivit. La personne peut avoir un don aussi de guérisseur, parce que c'était quelqu'un qui avait cette faculté-là de guérir dans une autre vie. Puis voilà, il y a certaines réminiscences comme ça qui ressurgissent, et quand c'est des réminiscences comme ça positives, bah c'est plutôt cool parce qu'on en profite. Mais quand ces bagages sont plutôt lourds et négatifs, qui sont liés à des expériences douloureuses, ça peut entraver votre vie et créer parfois des sortes d'inconfort inexpliqués. Je bois un peu de café parce que j'ai l'impression de parler super vite. Faut m'excuser, je suis pas à l'aise avec les lives, et du coup comme j'ai pas d'interaction, j'ai tendance à parler super vite. Je vais boire un peu de café pour me calmer. Ah oui, il y a du monde quand même. J'en profite pour faire un coucou à tout le monde. Hop, hop, hop. Waouh. Aïe, coucou Francienne. Donc, je disais que il y a ces bagages positifs dont on peut profiter et qui nous servent peut-être justement à rebondir dans la vie, ou voilà, ces dons-là dont on se sert et qui nous sont favorables dans notre vie. Et puis, voilà, il y a ces bagages négatifs qui vont parfois nous créer des inconforts dont on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être des inconforts comme des phobies, ou des émotions excessives, ou des comportements intenses avec des causes où il n'y a pas de cause apparente, on ne comprend pas pourquoi on réagit de manière un peu excessive. Et puis
On va nous faire comprendre aussi parfois en disant là, t'exagères pas un peu dans ta manière d'exprimer ta colère, c'est pas un peu exagéré. Enfin, des choses comme ça va être des blocages comme des schémas répétitifs, des situations de vie qu'on revit. Mais ça souvent, c'est souvent ça dont vous me parlez quand vous venez en lecture d'archives akashiques. Souvent, les gens me font part de leur schéma de répétition. Genre, ils retombent tout le temps sur le même type de personnes, sur le même type de relations toxiques, sur les mêmes types de blocages dans le milieu professionnel. Bon, ça, c'est des schémas répétitifs, on verra un petit peu après. Et puis, voilà, donc ces résidus vont traduire, ces résidus de ces négatifs vont traduire à l'âme, vont donner à l'âme des occasions de transcender ça, vont donner des leçons. Et tant que ces choses-là ne sont pas comprises, tant que ces blocages ne sont pas compris, tant que ces blocages n'ont pas été pointés du doigt ou libérés, ils vont être intenses, ils vont mettre un frein. Et même si ces blocages-là auront tendance à créer une expérience ou à rendre quelque part plus fort, ça peut créer quand même des grands inconforts et aussi ça peut freiner lourdement la vie qu'on mène, quoi. Donc je vous dis bien, là je suis un peu en train de vous faire un truc un peu en speed parce que c'est assez complexe et c'est assez long et que mais c'est vrai que j'aurais envie de détailler un petit peu tout. Et alors peut-être que déjà là on vient de parler des réminiscences, qu'elles soient positives ou toxiques. Peut-être que dans votre vie vous pouvez déjà dans le coin de votre tête commencer à lister tout ce qui est don, faculté, qualité que vous avez de manière innée ou même attirance. Et vous pouvez être sûr que ce genre de bagages-là peut faire écho à un plan d'incarnation dans lequel vous avez déjà vécu, va faire écho à déjà une expérience de vie dans le passé. Alors, ça peut être effectivement le passé de l'enfance ou karmique en fait, dans une autre vie sur un autre plan d'incarnation. Je dis vie antérieure, mais j'aime bien aussi dire vie parallèle, parce que vie antérieure, c'est une parenthèse que je vous fais, le terme vie antérieure, ça répond à quelque chose de linéaire, et c'est encore une fois, tout ce qui est linéaire, temps, temporalité, c'est une invention humaine. On peut parler de vie parallèle, si tant est, on peut s'imaginer qu'on vit plusieurs plans d'existence en simultané, et en tous les cas, pas une vie, pas des vies antérieures comme si c'était un ordre chronologique. C'est vrai que ça, de plus en plus, les médiums commencent à parler de vie parallèle plutôt que de vie antérieure. Je ferme la parenthèse. Du coup, j'avais envie de vous parler, de vous lister quelques blocages karmiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors, moi, je fais la lecture d'archives akashiques. Donc, c'est vrai qu'on va aller puiser, comprendre la source d'un problème dans l'espace akasha et qu'on va ramener dans le présent. C'est pas obligé de faire ça pour libérer un blocage karmique. Si vous sentez que vous avez des blocages ou des choses lourdes à transcender, c'est pas une obligation de connaître la source, là où le blocage a pris sa naissance, pour pouvoir le libérer. Là, on verra un peu en fin de live, le simple fait de prendre conscience qu'il y a un blocage dans notre vie et de pointer du doigt dessus, déjà vous pouvez être sûr qu'en grande partie vous avez fait un travail de libération. Même si parfois ce travail de libération va demander un certain temps, justement, parfois il faut en une prise de conscience, en une journée, c'est clair. Et puis parfois, ces libérations vont demander parfois un petit peu plus de temps, un petit peu plus de travail personnel pour que ça soit libéré. Mais en tous les cas, faites-vous confiance sur l'idée que dès lors que vous pointez du doigt sur une problématique, vous commencez déjà le processus de libération. D'accord ? Et alors après, dans l'espace des archives akashiques, vous pouvez, soit vous êtes habilité à lire vos propres archives. D'ailleurs, je me permets de faire un petit placement de produit, mais actuellement, avec Margot, on est en train de faire ce qu'on appelle Akashiquement Vôtre, qui est une formation en e-learning pour apprendre à ouvrir ses propres archives. Et ça, c'est une formation que l'on fait actuellement et qui va
voilà, qui est en promo en ce moment, jusqu'au 29 décembre. Donc Akashiquement Vôtre, c'est une formule en e-learning pour apprendre à ouvrir ses propres archives. Voilà. Vous pouvez aussi consulter quelqu'un qui vous ouvre vos propres archives. Mais là encore, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller ouvrir vos archives et de savoir d'où ça vient pour libérer. Juste prendre conscience et intégrer le fait que dans le ici et maintenant, dans votre vie actuelle, il y a des blocages à transcender. Rien que ça, déjà ça fait travailler, vous pouvez travailler sur une libération sans connaître la source. Donc je ferme la parenthèse et je voulais commencer à vous parler des blocages karmiques. Alors, il y en a toute une liste. Il y en a qui connaissent certainement les blessures, d'autres, ou les souffrances, c'est pareil. Chacun va les nommer un petit peu à sa manière en fonction des gens, mais vous voyez, c'est des mêmes archétypes en fait. Et je vais commencer par les vortex. On a ce qu'on appelle les vortex, que ce soit les vortex temporels ou les vortex personnels. Les vortex temporels, c'est une porte un peu multidimensionnelle qui va créer des blocages sur une période de temps, c'est-à-dire ça va correspondre à... Il y a des inconforts qui peuvent se ressentir chez certaines personnes à une certaine période de l'année, ou bien à des dates clés, par exemple des dates anniversaires ou des dates, type Noël ou des choses comme ça. C'est vraiment des dates précises ou des saisons qui vont créer un malaise. Ça peut faire l'écho d'un souvenir douloureux dans une vie antérieure ou dans votre enfance, et sans savoir vraiment, sans vraiment en être vraiment conscient, vous avez, dès que vous traversez ces périodes-là, il y a des inconforts et des malaises. Donc ça, on appelle ça les vortex temporels. Il y a les vortex de lieu. Vous allez dans un endroit qui est peut-être chargé de sa propre histoire et qui fait écho à votre propre histoire karmique ou là encore, ou de l'enfance, ou même une histoire de votre lignée familiale. Et ça va faire pareil, ça va créer des crises ou des inconforts ou des voilà. Et c'est pas forcément. Donc là, c'est vraiment pas le vortex de lieu, c'est pas lié uniquement à l'histoire du lieu, mais la résonance du lieu par rapport à vos propres histoires karmiques. Ça s'est vu par exemple sur des champs de bataille, des lieux où il y a eu des champs de bataille immenses, et une résonance à votre propre incarnation où vous aviez été peut-être guerrier sur un champ de bataille et ça crée des inconforts ou des échos qui vous créent un malaise. Et voilà. Donc ça peut être un vortex de lieu. Voilà. Pareil pour les lieux de sacrifice. Pareil, en fait, en général, c'est une concordance entre le lieu que vous visitez et le vécu que vous avez eu. Et ça peut être aussi des choses très agréables. C'est-à-dire qu'un vortex de lieu, ça peut être une attirance pour une ville. Vous savez, c'est la première fois que vous débarquez dans une ville, et puis il y a quelque chose comme ça qui vous attire dans cet endroit. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous n'avez jamais été dans cette ville, mais il y a quelque chose de fort qui vous attache à ce lieu. Et il y a certainement un écho ou une histoire en lien avec dans le passé, avec ce lieu. Il y a maintenant, donc ça aussi peut-être que ça résonne en vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous avez s'il y a des synchronicités avec des déclencheurs, enfin avec des blocages karmiques ou des bagages karmiques dont je parle. Hein. Ça me fait toujours plaisir après de les relire. Il y a ensuite ce qu'on appelle les déclencheurs karmiques. Alors les déclencheurs karmiques, il y en a 3. Donc l'âme va choisir de se réincarner pour expérimenter des expériences et aussi des apprentissages. Et les déclencheurs karmiques, c'est des expériences issues de d'autres vies cette fois. Là, on va vraiment parler de d'autres vies ou de lignées familiales aussi de plans de lignées familiales. Et ils vont refaire surface pour être travaillés et transcendés. Donc là aussi, même si ça pousse à grandir, c'est pas toujours confortable. Et même parfois, ça va même avoir tendance à plomber et ralentir. Et
Oui, et donc du coup, ces répétitions karmiques, parce que je regarde un petit peu mes notes pour savoir si je vais pas trop... Voilà. Il y en a 3. Il y a ce qu'on appelle les répétitions karmiques. Donc ça, c'est quelque chose que vous voyez en général, que vous schématisez tous. Euh, dans ces répétitions karmiques, il y a deux cas de figure. L'âme, dans une vie, a vécu quelque chose d'extraordinaire, une joie, un grand plaisir, une expérience qu'elle a envie de reproduire dans une autre vie, sauf qu'au cours de ces reproductions de vie, de toutes ces réincarnations, cette source de plaisir va devenir une source obsessionnelle. Ça va devenir, ce qui était au départ agréable et source de joie, va de plus en plus devenir, à force de répéter de vie en vie, de se reproduire et d'être dans un schéma obsessionnel, va devenir pathogène, voire enfin excessif et pathogène. Je peux trouver un exemple, par exemple une relation forte entre deux personnes, elle va au fil des temps, au fil des incarnations, va devenir, si l'un ou l'autre a besoin, a une peur en plus, une blessure en parallèle, va vouloir créer un attachement avec cette relation-là, et de fil en aiguille, elle peut devenir obsessionnelle. C'est un peu comme si, par exemple, vous mangez un gâteau. Manger un gâteau, c'est une source de plaisir en soi, et ça n'est pas dangereux, mais manger, par exemple... 10 gâteaux en 1 heure, là ça va devenir, ce même plaisir-là va plus devenir, va se transformer en plaisir toxique par exemple. C'est un peu pareil sur les expériences de vie de répétition. Alors il y a d'autres attachements, c'est ce qu'on appelle l'attachement excessif. Ça part d'une source de joie, d'une source de plaisir, et au fil des années, au fil de réincarnation, ça va devenir addictif et toxique. Et il y a aussi cet autre schéma de répétition. Donc là, on est sur un plaisir simple, voilà. Et l'autre aspect douloureux de l'attachement, de la répétition karmique, c'est certaines expériences douloureuses qui sont vécues vont être répétées et répétées et répétées jusqu'à temps que l'âme comprenne la leçon à en tirer. Et là, vous avez quand même l'impression de vous manger un punching ball, c'est-à-dire que d'avoir à chaque fois des schémas de vie, que ça soit relationnel, que ça soit professionnel, où à chaque fois, vous mangez la même finalité. Et ça, c'est un message de l'âme qui dit, mais tant que tu n'as pas compris le message qu'il y a derrière, on va te faire revivre ça, revivre ça. Et ça, encore, ça s'appelle aussi, c'est aussi ça s'appelle aussi répétition karmique. Hein. Donc répétition karmique, vous avez cette source de joie qui devient au départ, qui était source de joie au départ et qui devient pathogène, et cette autre répétition karmique l'âme a besoin de vous faire comprendre une leçon, et tant que vous l'avez pas pigée, elle va vous la remettre sur la table pour que vous puissiez enfin œuvrer à une transformation ou un changement de cap ou une prise de conscience. Enfin voilà, elle va essayer de vous remuer un petit peu. Donc parfois, on a l'impression que la vie s'acharne sur nous parce qu'on a par exemple toujours le même type de relation toxique où par exemple une personne elle est maltraitée, et à chaque fois qu'elle tombe sur une nouvelle rencontre affective, ça se termine toujours avec quelqu'un qui ne l'aime pas comme elle devrait être aimée. Et en fait, l'histoire de cette leçon, ça pourrait être dire, mais pourquoi toi tu n'apprends pas d'abord à toi t'aimer toi plutôt que d'attendre l'amour de... pourquoi tu n'attends... À quoi bon attendre l'amour de quelqu'un d'autre alors que toi-même tu ne sais pas t'aimer, par exemple. Ça peut être des messages comme ça. Bon, il y en a, là je fais un raccourci, mais ce genre de messages, il peut y en avoir des tonnes et des tonnes, des schémas de répétition. Et là encore, ça peut être carrément dans tous les domaines. Et l'âme, dans ce schéma de répétition-là, va se poser la question de quel message dois-je comprendre de cette situation qui se répète, ou alors suis-je sur le bon chemin? Et dès lors que l'âme commence à se poser ce genre de questions, s'active une sorte de libération. Alors après, ça peut être un peu plus long que ça, mais déjà, tant que la personne, elle valide ce qui lui arrive, ça ne va pas changer. Mais dès lors que la personne, par son libre arbitre, dit non, cette situation de répétition n'est pas pour moi, ne me convient pas aujourd'hui, il se passe quelque chose sur les plans supérieurs qui font que l'âme commence à prendre le chemin
opposé pour aller justement quitter ce schéma répétitif. Donc là encore, sans savoir forcément d'où vient la source de ce blocage, l'âme, dès lors qu'elle a pris la décision ou a pris la conscience que c'était peut-être pas le bon chemin qu'elle prenait, eh ben, il y a une libération qui se fait. Il y a ensuite ce qu'on appelle les compensations karmiques. Alors, les compensations karmiques, ça va se manifester comme des réactions excessives à des réponses face à un traumatisme vécu. Par exemple, une âme a vécu une souffrance intense dans une vie antérieure ou une vie parallèle. Elle a vécu un trauma ou des fortes violences et elle ne veut plus jamais revivre ce genre d'expérience. Et ça va créer dans un nouveau plan d'incarnation, l'opposé. Là, pareil, je parle de plan d'incarnation de vie antérieure, mais ça peut être aussi une souffrance de l'enfance ou le témoignage de l'enfance ou d'un passé qui fait que on ne veut plus jamais vivre ça. Et là, l'âme va tendance à aller à l'opposition de ce qu'elle a vécu. Ça va compenser, en fait, rééquilibrer de l'autre côté de la balance, mais sur un plan plus extrême, en fait. Ça va passer d'un extrême à l'autre pour justement éviter pour éviter au plus la douleur initiale, en fait, pour s'éloigner au plus du trauma vécu initialement. Je peux donner un exemple. Par exemple, la vie qui est marquée, une vie qui est marquée d'une grande pauvreté, une personne qui a vécu une grande pauvreté, qui a entraîné certainement des peurs obsessionnelles, qui a entraîné une dépression chez un parent ou des choses comme ça. Enfin, une âme qui a été témoin de ce genre de traumatisme-là va marquer une opposition à ça et l'oscillation va être extrême. Elle va aller dans la recherche d'argent. Enfin, cette personne va ne plus jamais vouloir manquer d'argent, donc va avoir des peurs excessives en lien avec la peur du manque et va peut-être aussi aller jusqu'à l'avarice. Ça peut être aussi quelqu'un qui a eu une grande famine, qui a tellement eu, qui a été témoin de famine, de manque d'aliments et qui a vu sa famille mourir de faim, par exemple. Dans un autre plan d'incarnation, cette âme va pouvoir vivre l'opposé et peut-être avoir déclenché parfois des crises même de boulimie avec ses angoisses de manquer ou ses angoisses de manque, par exemple. Donc ça peut être un exemple de compensation karmique. Si vous avez d'autres exemples de compensation karmique, n'hésitez pas à me les partager. Avec grand plaisir. Les reformulations karmiques. Alors, les reformulations karmiques, qu'est-ce que c'est ce truc? Eh bien en fait, les reformulations karmiques, c'est un scénario de vie. On reprend le même schéma de vie, le même scénario de vie, sauf que dans un autre plan d'incarnation, donc là c'est vraiment karmique, dans un autre plan d'incarnation, on va changer les rôles. C'est-à-dire que l'enfant va devenir le parent va devenir l'enfant, parce qu'ils avaient besoin de revivre encore un plan d'incarnation avec des histoires, soit parce qu'il y a un fort attachement affectif, mais il y a aussi des expériences où le bourreau devient victime et la victime devient bourreau. Et ainsi, l'âme peut justement expérimenter et endosser un nouveau rôle, le rôle de la victime si elle avait été bourreau dans une autre vie, et du coup s'enrichir des enseignements qu'elle a à apprendre avec cette nouvelle fonction de victime, par exemple. Et donc c'est pour ça que quand on a ce spectre-là, on se rend compte que lorsqu'on pointe du doigt sur quelqu'un qui n'agit pas correctement, il faut bien se dire que parfois, peut-être nous-mêmes dans une autre vie d'incarnation, un autre plan d'existence, on a peut-être été les bourreaux ou les maltraitants ou à l'opposé les victimes. Et en fait, voilà, comme l'âme cherche constamment à se perfectionner, à se rapprocher de sa source originelle, sa source, son étincelle divine, elle va constamment chercher tous les aspects, toutes les facettes d'apprentissage qu'elle a à apprendre, et donc parfois elle va endosser des rôles de bourreau, de meurtrier, ou des rôles de victime, ou des rôles de... voilà. Donc là je vous parle de rôles un peu trash, mais il y a aussi ces rôles, tout simplement, ces rôles de vie, de famille. Par exemple, moi je sais que ma fille, c'était ma mère dans une autre vie, parce que souvent j'ai des lapsus quand je veux parler de ma fille. Je parle de ma mère,
Alors que, bon bref, il y a des choses comme ça qui apparaissent. Moi je sais que ma fille était ma mère dans une autre vie. D'ailleurs je rigole avec elle en disant cette vie-là c'est moi ta mère donc tu m'écoutes. Mais il y a des choses comme ça très fortes où je sens que même mon mari, on s'est déjà rencontrés dans une autre vie où on avait forcément d'autres rôles, peut-être plutôt fraternel, voilà. Mais en tous les cas, voilà, l'idée des reformulations karmiques, c'est on prend le même scénario et on change les rôles de chacun pour justement connaître d'autres facettes. Donc c'est là aussi un enrichissement. Alors, je vais parler maintenant. Ah, je vais boire un peu de café. Voilà, parce que ça va être froid là. Alors, je vais continuer parce que j'ai pas tout à fait fini. J'ai des questions à... Je m'aperçois que je parle hyper vite parce que j'ai plein de trucs à dire et je m'en excuse. Peut-être qu'il y a une fonction pour parler plus lentement après quand vous écoutez le replay. Genre, si je vous... Je sais pas s'il y a le truc accéléré ou pas. Bref, je vais essayer de parler plus lentement. Non, je vais pas réussir. Donc, on va parler maintenant d'autres cas de figure comme les blessures ou les souffrances karmiques. Les blessures ou les souffrances karmiques, ça va découler d'un traumatisme passé. Ça peut faire écho aussi à ce qu'on a vu tout à l'heure sur les répétitions karmiques ou sur les compensations karmiques. Mais les blessures vont découler d'un traumatisme passé. Donc je dis blessure, mais ça peut être entendu aussi souffrance. Et ça va générer des répercussions sur votre vie, des répercussions donc émotionnelles dans votre vie actuelle. Ça va être un peu comme, et ça va forcément plomber votre vie, et ça va forcément marquer des inconforts dont vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas pourquoi il y a des choses comme ça qui vous arrivent, ou pourquoi vous avez une sorte de poids sur vous, vous avez l'impression que ça ne vous appartient pas. Ça appartient peut-être à votre lignée familiale ou peut-être à une lignée karmique ou à votre vie antérieure ou à votre enfance et puis vous l'avez occulté. En tous les cas, ces souffrances-là sont des réminiscences du passé et elles vous plombent dans le présent. Donc voilà, ce que je vous ai dit, ça peut appartenir à une vie antérieure, à votre vie actuelle ou alors à des lignées familiales. Alors les blessures ou les souffrances, vous les connaissez. Il y a la souffrance de trahison. Si vous avez vécu un schéma de trahison dans une vie, et ben ça peut avoir des répercussions encore ici et maintenant, même si cette vie, elle était d'il y a longtemps. Des souffrances ou des blessures d'humiliation. Des souffrances ou des blessures de honte, des souffrances ou des blessures de dévalorisation, on n'a pas reconnu votre travail, ou alors quelqu'un a pris votre couronne, par exemple, les blessures ou les souffrances d'isolement, pour X raison, vous n'étiez pas comme les autres, vous aviez une différence, ou alors vous aviez une fonction qui vous isolait de votre communauté, ça a créé une blessure d'isolement. Le sentiment d'être mal aimé, l'enfant le père qui attendait un fils et en fait il a eu une fille par exemple, ou l'enfant qui a été abandonné, ça c'est des blessures. La blessure de non-reconnaissance, ça peut être par exemple l'enfant qui est né hors mariage, l'enfant qui ne porte pas de nom, une pupille par exemple de la nation. Ou alors un travail qui n'a pas été reconnu et là encore on donne les lauriers à la mauvaise personne et vous remportez pas les lauriers par exemple, ou alors parce que dans une autre vie vous étiez une femme et en fait l'héritage c'est votre frère qui l'a récupéré ou votre mari. La souffrance de lignée de genre par exemple, c'est-à-dire que vous êtes née femme et en fait votre corps vous appelle à être un homme et on vous a jamais reconnu dans cette souffrance-là, ça a créé une souffrance en vous de ne pas être entendu, donc la souffrance de genre, la souffrance de jalousie aussi, on vous a, voilà, pour X raisons, donc ça des souffrances ou blessures. Il y a ce qu'on appelle aussi les vœux karmiques ou contrats karmiques. Les vœux karmiques sont des engagements hyper forts, hyper intenses, qui ont été contractés dans une autre vie antérieure. Et normalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'âme, avant de se réincarner, elle fait feu de tout bois de ses autres vies. Cependant, il y a encore des réminiscences de ces contrats karmiques qui ne sont plus du tout d'actualité, mais qui font encore écho, enfin qui reviennent, voilà. Sauf que là, comme je l'ai dit, c'est des contrats qui ont été pris dans une autre vie et que
ils ont été pris à une période, dans un contexte particulier, dans une vie particulière. Et en tous les cas, ça n'a plus rien à faire ici et maintenant dans votre vie actuelle. Et ces vœux créent des blocages parce que vous avez l'impression, il y a un engagement qui a été pris, un contrat qui a été pris ailleurs, mais c'est pas du tout le contrat actuel de votre vie, vous le subissez. Et ça peut être aussi, ça peut faire aussi écho à des blocages transgénérationnels, des lignées générationnelles. Mais là, donc ça peut créer des interdictions dans votre vie, des blocages, des frustrations ou des culpabilités dont vous ne savez même pas d'où ça vient, sans origine apparente en fait. Et ça, par exemple, les vœux karmiques, ça peut être le vœu de pauvreté, le vœu de célibat ou de chasteté. Je pense aux gens qui rentraient dans les ordres, aux bonnes sœurs ou aux prêtres ou aux prêtresses qui faisaient vœu de chasteté ou de célibat. Ça peut être aussi des vœux de fidélité absolue. Dans un autre plan d'incarnation, vous avez rencontré une personne que vous aimez de manière très forte et vous êtes juré que rien ne vous séparera, ni même la mort, ni même rien. Et ça, ce vœu-là, ce vœu de fidélité absolue, voilà, s'il fait encore écho, pourrait aujourd'hui vous empêcher de trouver une personne, de créer une relation saine avec quelqu'un, parce que vous êtes attaché à quelqu'un d'autre, en fait, dans un autre plan d'existence. Et c'est pour ça que ces vœux-là, il faut absolument les libérer, parce qu'ils sont complètement obsolètes. Le vœu d'isolement, la promesse aussi de servir, l'engagement auprès par exemple, un chevalier, l'engagement de servir un roi, par exemple, ou un drapeau, ou une patrie. Il y a aussi ce qu'on appelle les adages familiales, hein. Parfois, il y a ce qu'on appelle les adages familiales, c'est des phrases qui ancrent en fait un principe. Et voilà, et si ces adages-là font encore office d'écho dans votre vie actuelle, ça peut aussi vous empêcher de vous étendre, de vous exprimer, peut-être de rencontrer quelqu'un, de vous marier avec quelqu'un qui est différent de vous. Enfin bref, ça peut créer des blocages. Les vœux de sauveur aussi, on voit ça chez les anciens, enfin chez les médecins, chez les soignants, les guérisseurs. Voilà, il y avait des vœux qui étaient contractés. Je jure de sauver toutes les vies, par exemple, enfin des trucs comme ça. Tout ça, c'est des vœux qui peuvent, alors, dans leur contexte initial, avaient certainement une fonction forte et utile, mais à partir du moment où aujourd'hui elles peuvent être des réminiscences de ces vies-là et faire encore faire encore écho aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, parce que déjà vous le subissez, parce que vous n'avez rien demandé, c'est pas vous qui avez contracté dans cette vie-là ces vœux-là, donc l'idée c'est quand même de s'en libérer. Et pour terminer, après il y a tout ce qui est blocage transgénérationnel. Donc qui sont les blocages qui sont les cadeaux de vos ancêtres, vous voyez, ce que la famille, toute la lignée familiale vous a offert, comme par exemple les non-dits, les secrets de famille, les principes ou les interdictions familiales, pareil, lorsqu'on porte aussi le prénom d'un parent, d'une grand-mère ou d'une vieille tante, tout ça, ça peut charger, parce que parce qu'on ne sait pas ce que cette vieille tante, ce qu'elle résonnait en fait, qu'est-ce qui résonnait autour du prénom de cette vieille tante, par exemple. Je parlais des secrets de famille, par exemple les enfants qui ont été conçus hors mariage, ou les adultères, ou les choses comme ça, les projections familiales aussi, tout ce qui est attente. Moi je sais que j'avais un grand-père à qui on demandait, il avait des vraies attentes son père avait des attentes sur lui, et ça portait un poids immense qui s'est trimballé aussi de fil en aiguille, de génération en génération, et qui porte encore, qui s'inscrit encore dans notre ici et maintenant. Donc tous ces blocages transgénérationnels, pareil, ils ont rien à foutre là, parce que on n'a pas à les subir. Et donc, dès lors que l'on prend conscience qu'il y a quelque chose comme ça qui opère en nous, déjà prendre conscience de ça, ça nous permet de
se libérer de ces charges familiales. Alors parfois, on a dans la famille, on n'a pas de témoins directs parce que les gens sont morts, mais on peut aussi questionner ce qui reste ou questionner ces archives pour avoir des informations sur la lignée familiale, sur des informations de blocage qui ont pris pareil leur source dans un passé et qui font encore, qui s'accrochent encore à la lignée des enfants, des enfants existants. Voilà, et se libérer de ses mémoires, c'est se libérer soi-même et c'est aussi alléger son passé et être vraiment plus dans le ici et maintenant. Voilà. Donc là, moi j'ai fait un petit topo sur tout ce qui était blocage transgénérationnel. J'ai fait ça un peu hyper vite et vous m'excusez si j'avais un débit de parole. Voilà, je pense que ça mérite de toute manière, tout ça, ça mérite vraiment d'être... Voilà, de prendre le temps de développer tout ça, d'avoir plus d'exemples. J'ai pas pu mettre énormément d'exemples là-dedans. Toujours est-il que quand j'ai annoncé le live, alors je vais reprendre un peu de café. Quand j'ai annoncé le live, j'avais fait une petite boîte à questions. Donc là, je vais commencer à répondre parce que j'ai noté quelques questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres là. Ce que j'avais envie de vous dire... j'avais une autre parenthèse à vous dire. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé par l'atelier que je fais sur justement les blocages libération karmique, ça sera un atelier qui sera sur Zoom. N'hésitez pas à me faire un petit yes ou un petit cœur ou un petit ça m'intéresse. Comme ça, je vous en parlerai plus tard. Là, je ne vais pas trop m'étendre sur ce live qui ne va pas durer très longtemps. Mais c'est vrai que cet atelier-là, il va avoir pour fonction de développer un petit peu là ce qu'on vient de dire et peut-être ou de redire plus calmement ce qu'on vient de dire, peut-être d'aller déceler peut-être justement un blocage et trouver aussi des moyens de libérer, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de méthodes pour libérer ce genre de blocage, même si on ne rentre pas forcément, on n'est pas obligé forcément de rentrer dans l'espace des archives akashiques pour aller connaître la source du problème. Enfin, je veux dire, ça peut être utile, mais c'est pas une obligation pour libérer un blocage en fait. Les archives akashiques, bien sûr, je suis à votre disposition si vous avez besoin d'explorer votre espace akasha avec vos problématiques ou vos questions. Il y a aussi le e-learning qui s'appelle Akashiquement Vôtre, qu'on a créé avec Margot Robert Winterhalter qui a joué le maître de cérémonie durant cette formation et qui nous permet de nous accompagner dans l'espace akasha. Moi, je vous forme à comment ouvrir les archives akashiques et elle va rythmer, en fait, elle rythme la formation sur plusieurs modules. Et ça, cette formation-là, c'est actuel, c'est maintenant. C'est voilà, là il y a une promo en ce moment, mais qui est une bonne promo quand même en fait. Je crois que ça reste quand même une formation qui est assez accessible actuellement, tant que je crois qu'il y a 30% sur cette promo. Donc si jamais vous avez, n'hésitez pas, pareil, vous me faites un petit commentaire, je vous en dirai plus. Alors, je vais répondre à la question de une alum essentielle, c'est est-ce que le fait de conscientiser les bagages permet de s'en défaire? Alors, le fait de conscientiser, ce que je disais, on n'est pas obligé de rentrer dans l'espace akasha pour les libérer. Le simple fait de les conscientiser peuvent soit nous porter parce que c'est des bagages qui sont positifs, comme par exemple ce que je vous disais par exemple les dons, les qualités, les facultés. Donc déjà ça peut encore plus rayonner de manière favorable, et ça peut aussi le fait de prendre conscience permet de libérer en partie. Il y a plusieurs moyens pour libérer ça. Il y a déjà cette prise de conscience-là, mais après, il y a tout un tas de travail parce que parfois, il y a des blocages qui sont ancrés et ça va demander peut-être des démarches un petit peu plus profondes, des implications un petit peu plus profondes parfois sur une journée, enfin sur un travail, mais parfois sur plusieurs jours d'affilée, 21 jours ou 100 jours, ça va dépendre des blocages. D'ailleurs, je me permets de faire un petit placement de produit. Dans ce livre sur les archives akashiques, explorer vos archives akashiques, à la fin, il y a comme des fiches recettes. Il y a plusieurs protocoles de libération. Donc, il y a des exemples de protocoles en fonction des problèmes, mais il y a aussi une liste de protocoles de libération
que vous pouvez exploiter. L'idée, c'est que je peux vous donner la liste des choses pour libérer, mais chacun fait sa fiche recette. Moi, je conseille toujours, surtout sur des blocages qui sont un petit peu inscrits en profondeur, où on est obligé de pratiquer sur du moyen ou long terme. Je préconise toujours d'en choisir 2-3, de faire sa propre fiche recette pour se libérer, pour vraiment acter la libération. Je vous rappelle aussi qu'on est régi par un libre arbitre, c'est-à-dire que si ce que l'on vit ne nous convient pas, il faut impérativement s'autoriser à se dire c'est pas ok pour moi, je veux changer. Et je pense que quand on active ce processus-là d'affirmation, même si après ça met du temps avant de passer sur un autre cap, vous commandez à l'âme que vous ne validez pas ce que vous vivez. Rien que ça, c'est un engagement avec vous-même. Sur cette expérience-là, je n'ai pas envie de la vivre plus longtemps. J'estime que je n'ai pas à la vivre. J'estime qu'elle ne m'appartient pas, ou j'estime que cette vie-là ne correspond pas à ce que j'ai envie de vivre. Et c'est pas ok pour moi. Dès lors que vous affirmez ça, vous commandez, un petit peu comme une télécommande à votre âme, une nouvelle voie à prendre. Et ça, je dis ça surtout quand on a ce sentiment d'être victime d'une expérience, victime de notre propre vie, victime de scénarios, de schémas de vie, que voilà. Eh ben, il faut bien se dire clairement, alors il y en a qui vont dire mais je l'ai déjà dit, mais il faut vraiment le dire, et après ça va engager l'âme sur un nouveau terrain. Donc le nouveau terrain, le nouveau chemin, parfois il va prendre du temps, et parfois il y a des protocoles qui vont permettre d'être mis en place pour activer un petit peu ce chemin, pour aller plus vite, pour pas se taper toute la vie avec ce bordel là, et pour amorcer sur d'autres plans. Donc ça, déjà, cette prise de conscience, cette autorisation de se dire je n'ai pas à vivre ça, je n'ai pas à subir parce que je mérite mieux, bah déjà ça, vous amorcez sur quelque chose de différent. J'ai Laurore qui dit ma mère est née d'un père inconnu et abandonnée par sa mère à 6 ans. Donc là, elle fait écho à sa lignée familiale, le poids aussi qu'elle porte, parce que là, quand elle parle de ça, c'est que forcément, elle porte aussi les bagages de sa mère, la souffrance de sa mère. Moi, je conseillerais peut-être d'avoir travailler sur un travail de libération transgénérationnelle, mais aussi de se positionner sur à qui ça appartient. Est-ce que ça m'appartient toujours ? Et d'avoir peut-être ce rôle d'être l'observateur de cette génération-là, et après avec des méthodes de libération, soit sur les plans, soit en soins énergétiques. Moi, je fais un soin énergétique alchimique pour libérer ce genre de choses-là, ou en ouverture akashique, ou en méditation, ou en hypnose régressive. Il y a tout un tas de choses, quand c'est vraiment ancré. Ça permet non seulement de couper la course, quelque part, de cette souffrance-là, et aussi ça la coupe pour les autres générations. Donc là encore, il y a beaucoup de méthodes pour se libérer de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui fait partie de cette lignée familiale. Toujours est-il qu'il y a, en tous les cas, soit la mère, elle a ce travail à faire là, parce que c'est elle qui est impactée directement avec ses parents, et puis il y a toi, ton rôle, comment tu peux faire pour pas que ça t'impacte toi, et ça c'est ton travail personnel. Donc chaque partie de la famille va avoir à transcender ce qui a transcendé. Et toi, en plus de ça, avec cette prise de conscience, tu vas peut-être vouloir couper ça pour pas que ça impacte ta famille. Donc tu vas aussi travailler par cette prise de conscience, par le positionnement que tu vas avoir, le fait de couper la course, que ça soit pas que ta famille ne soit pas impactée par cette charge douloureuse que ta maman a vécue. Comment savoir si on est débarrassé d'un bagage? Donc j'imagine que c'est un bagage négatif. Je parle vite parce que je sais que Instagram me coupe la vidéo au bout d'une heure. Alors déjà, on sent quand il y a quelque chose qui se libère. On sent quand il y a quelque chose... Déjà, dès lors qu'on a une prise de conscience, qu'il y a un écho, genre... on voit très bien vous voyez ce truc-là, cette prise de conscience qu'on pourrait avoir de temps en temps, parce que... on réalise en fait, c'est comme si on nous ouvrait la porte sur une, enfin c'est comme il y a une mise en lumière sur une situation qui fait que
ça peut plus durer, ou qui fait que la solution ça vient de là, ou qui fait que voilà, il y a une prise de conscience. Il y a aussi des interrogations qu'on se pose. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que toutes ces genres de situations, les questions qu'on se pose, pourquoi je vivrais ça plus longtemps, tout ça font partie d'un début de libération. Et alors moi je sais, mais c'est personnel, que souvent ce genre de truc, il y a la première amorce de cette prise de conscience qui fait que je sais que ça commence, je sais que ça c'est en train de se libérer. Et il y a le deuxième effet qui se coule qui fait que pendant un temps j'y pense plus. Et puis à un moment donné je regarde derrière moi en me disant mais cette histoire c'est ancien. Enfin disons qu'il y a du temps qui est passé sans que cette répétition, cette prise de conscience se fait après un temps chez moi. Voilà. Et puis après il y a d'autres personnes qui vont amorcer, comme je disais, un travail sur du long terme ou du moyen terme, notamment avec des protocoles sur 20 jours ou 100 jours ou juste 3 jours ou une semaine, tout dépend des protocoles que vous mettez en place, et qui vont avoir besoin de le vivre de prendre conscience tous les jours de ce travail de libération. Voilà. Et on sait que c'est passé quand on peut le regarder de loin, en disant, ou quand on a plus ce sentiment d'être déjà une victime et qu'on peut en parler au passé et qu'on peut justement en parler. D'ailleurs, on sent que quand on en parle, on n'est plus impliqué dans cette histoire. On en parle au passé. Il y a aussi... Voilà, donc pour répondre vraiment à cette question, il y a ces deux effets, la prise de conscience au départ, hein, l'amorce en fait de cette libération, et il y a après cette prise de conscience sur du long terme où tu peux observer d'où tu viens. C'est comme si tu te retournais et que tu observais le chemin derrière toi, où tu réalises que tu as fait un sacré chemin. Et il y a comme une fierté en fait. Tu prends conscience que tu as passé un cap supérieur. Tu prends conscience que tu as pris de la hauteur. Et il y a aussi ce sentiment de se sentir un peu plus léger, d'être un peu porté par quelque chose. Tu as été tellement freiné pendant longtemps, tu vois, c'est comme si l'élastique te retenait, et tout d'un coup, il y a ce sentiment d'être un peu plus léger, de reprendre la course de ta vie, de ta mission de vie, au rythme normal, quoi. Donc souvent, on a plusieurs blocages, hein, on a plein de trucs, on a plusieurs bordels, mais l'âme nous offre à révéler le plus important. Donc c'est vrai que quand on libère une charge, parfois il y a d'autres bordels qui arrivent quelques mois après, mais quand je dis bordel, attention, je corrige, d'autres prises de conscience qui reviennent après sur le terrain. Mais dites-vous bien que l'âme vous offre à expérimenter que des choses que vous êtes en mesure de transcender et libérer. Tout ce que vous vivez actuellement dans votre vie, c'est des choses dont vous êtes à la hauteur de libérer ça. C'est parce que toutes ces prises de conscience, c'est parce que vous êtes en mesure de pouvoir les transcender. Et rien ne vous arrive que vous ne pouvez pas dépasser. Alors, c'est pas évident de dire ça en fonction de la vie de chacun, mais dites-vous bien qu'il n'y a rien que vous ne pouvez dépasser. Oui, il y a un replay. Comment on peut se débarrasser de ça? Des blocages, je vous l'ai dit, soit par des prises de conscience, soit par des... alors, il y a la méditation, il y a l'hypnose régressive, il y a le travail sur de l'EFT. Moi, je sais que dans le livre, il y a plusieurs méthodes de replacement de produits, il faut m'excuser. Dans le livre, il y a plusieurs protocoles de libération. Il y a l'écriture, il y a les reformulations, comment reformuler en fait... un scénario de vie, il y a les projections de vie, il y a les prières aussi, il y a des prières de libération qui sont très intenses. Il y a même un QR code pour vous emmener sur un baume de guérison karmique dans le livre. D'ailleurs, si ce baume de guérison karmique vous intéresse, n'hésitez pas, pareil, en commentaire à me le faire comprendre ou en MP, je vous enverrai le lien. Mais voilà, il y a plusieurs méthodes de libération et chacun... moi je sais que parfois quand on m'impose une méthode, ça ne me convient pas forcément, mais le fait d'avoir plusieurs fiches recettes, je vais faire un petit peu mon truc, ça va faire écho. Donc moi je pourrais vous étaler 2, 3, même un peu plus, 5, 6 méthodes de libération pendant l'atelier en février, comme ça vous aurez votre propre méthode et vous pourrez vous libérer des charges à libérer. Qu'est-ce que je peux dire, Madame Bleue? Comment reconnaître nos schémas? Les schémas, par exemple...
Oui, déjà, on se rend compte que parfois on est un peu lourd, parfois on est un peu à côté de la plaque, ou parfois on est tiré vers le bas, ou parfois quand c'est des schémas de répétition, c'est assez classique, on s'en rend compte. Euh, Moi, je sais que je me rends compte de certaines choses quand je commence à me poser des questions. C'est quoi qui m'arrive là? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à dépasser ce problème? Pourquoi cette émotion est-elle un peu excessive par rapport à ce qui se passe? Moi, je sais qu'il y a des situations qui me mettent hyper en colère et mon mari va me dire attends, c'est pas too much là ta réaction? Alors je dis bah non, tu te rends compte là ce qui s'est passé? Il me fait oui, tu peux être en colère, mais là ta colère elle est un peu high level quoi. Et là, je vais prendre conscience que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'accroche et qui va mettre une couche en plus. C'est-à-dire que j'ai ma colère qui est face à cette situation qui est peut-être légitime, mais que j'ai aussi la colère qui appartient à d'autres plans karmiques. Et ça me remet en charge des choses et des choses. Et donc, du coup, voilà, là, je vais me poser la question de s'il n'y a pas quelque chose là-dedans. Sur les lignées familiales, on est assez témoin, quand on peut être témoin de ça. En ouverture d'archives akashiques, on a des révélations. C'est-à-dire que quand vous explorez l'espace akasha par vous-même ou par un thérapeute certifié, l'âme va pointer du doigt le ou les principaux blocages qui sera bon de libérer, par exemple. Donc ça, en ouverture akashique, vous pouvez. Pareil, en transe ou en hypnose régressive, voilà. Mais c'est vrai que dès lors qu'on s'interroge sur une problématique, même si on ne va pas tout mettre sur les plans, le but c'est pas de condamner toutes les vies antérieures, c'est de pointer du doigt, de trouver l'amorce de pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui, et bah tiens, c'est possible que ça soit un blocage karmique. Voilà. Donc comment les identifier? Là c'est Omontaro qui posait cette question. Comment les identifier? J'ai envie de dire quelque part, on sent, on identifie le blocage ou les freins qu'on rencontre dans notre vie. Mais là encore, c'est peut-être pas utile d'aller dans les archives akashiques pour savoir dans quel contexte, comment ça a pris sa source, c'était qui les personnages. Ça, quelque part, c'est secondaire pour les libérer. Mais on peut déjà identifier dans notre vie ce qui nous gêne, ce qui nous bloque, observer nos phobies, observer nos réactions excessives, nos peurs, observer nos addictions, observer nos obsessions, observer nos peurs, observer aussi nos relations, si on est bien traité, s'il n'y a pas de schéma répétitif. Voilà, l'idée moi j'aime bien dire que parfois, d'être dans le rôle de l'observateur de notre propre vie et de faire donc se détacher un petit peu de ce qu'on est et d'observer sa vie comme si on était en train de l'observer sur un film et de se dire voilà, de dire bon, qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou qu'est-ce qui est excessif dans ma vie qui ça coince un peu quoi. Comment s'en défaire? Guido Thomas, comment s'en défaire? Bon, là, j'ai un petit peu répondu à ces questions déjà. Voilà. Moi, j'ai l'impression que là, ça va faire 1 heure. Et comme j'aime pas être coupée par Instagram, je vais préférer vous dire à bientôt, à bientôt. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je reprends. Je refais le point sur mon placement de produit, le super livre Explorer vos archives akashiques, qui est assez complet. Ce livre-là vous donne accès sur une méthode pour apprendre à lire les archives akashiques. Tu vas ouvrir, chérie? Ouais, c'est le facteur. Qui va vous apprendre à explorer non seulement les archives akashiques, mais pas que, comment vous en libérer. Et puis, il y a aussi des témoignages de vie. C'est-à-dire que ça, je pourrais faire aussi à la fin, il y a des témoignages de vie antérieure que je retrace. Il y a des outils, il y a aussi des fiches recettes, il y a aussi tous les blocages karmiques qui sont inscrits dedans. Il y a aussi comment entretenir une hygiène énergétique pour justement être un petit peu sur des plans supérieurs et pouvoir justement donner tous les moyens de rentrer dans l'espace akasha. Il y a plein de prières aussi en plus qui ont été canalisées. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, il y a Akashiquement Vôtre. N'hésitez pas à me faire un petit like ou aller voir carrément l'Instagram de Margot Robert Winterhalter qui explique vachement bien cette merveilleuse formation qu'on a fait ensemble en e-learning. C'est une trop belle rencontre, je suis fan. Voilà. Quoi d'autre en plus? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oh, il y a mes oracles qui sont arrivés.
Euh, et voilà, que vous dire de plus. On peut... Vas-y, pose-les là, Eleanor. Merci. Attends, mais je crois que j'ai mes oracles là. Ah. Je ne vais pas vous faire un unboxing là tout de suite, mais bon, bref. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai sur mon site aussi d'autres méthodes, c'est-à-dire des accompagnements que je propose que je vais commencer à proposer en février, notamment l'atelier sur libérer les blocages karmiques. Il va y avoir aussi après en mars les nettoyages énergétiques de la maison, le passage d'âme, tout ce qui est voilà, en lien avec le nettoyage de printemps un peu sur les mémoires du lieu, voilà, sur entretenir sa petite maison énergétiquement. Après, au mois d'avril, je ne sais plus trop ce que ça va être. Il y a aussi sur mon site internet des accompagnements privés et il y a aussi une transmission archive akashique que je vais faire au mois de février. Voilà, pour ceux qui sont intéressés sur 5-6 modules. Et ça sera en direct sur Zoom avec moi. Donc ça ne sera pas du e-learning, mais voilà. Donc voilà, pour l'heure, si vous voulez profiter de Akashique Mon Vôtre, actuellement c'est 30% sur le prix initial. Donc vous avez une formation à 220 €, je crois, un truc comme ça. Ce qui n'est pas très cher pour ouvrir ces archives akashiques. Et en plus, il y a un groupe Facebook qui vous permet d'interagir directement si vous avez des questions. Et puis moi je suis là, et puis Margot est là, et puis on est là si vous avez besoin. Voilà, en tous les cas, merci à tout le monde d'avoir pu être là. Ah là là, c'est trop bien, je vois des copines. Ouais, bon, alors franchement, merci d'avoir été patient parce que c'est mon premier live toute seule comme ça et je vous avoue que c'est pas confort, mais je me suis sentie très soutenue et voilà, bah, j'espère que j'étais claire. Je vous embrasse, à bientôt. Et je sais pas comment on arrête ce truc. Ah oui, c'est ça. Oui, je termine. Ciao.